Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un maître de l'évasion que Franck Ferrand nous présente cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Nous allons parler en effet d'un grand illusionniste du début du XXe siècle. Vous avez forcément vu des photos d'Houdini couverts de chaînes et de cadenas. Il lui fallait quelques minutes seulement pour se libérer devant des foules qui l'acclamaient. C'était fascinant bien sûr. Viviane Perret lui consacre une série romanesque. Elle en fait un héros de roman policier et je suis ravi qu'elle ait pu être des nôtres cet après-midi. Le premier volume de la série se passait à San Francisco, ce qui nous a inspiré, Franck. Oui, à partir de 15h, nous allons en effet aller nous promener à l'ombre du Golden Gate en compagnie de notre Californienne préférée, Nicole Bacharan. San Francisco ou la ville du tremblement de terre. Oui, on pourrait même dire la ville de tous les tremblements. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1920, Harry Houdini n'est plus un perdreau de l'année. L'Américain a 46 ans, il est au fait de sa carrière de magicien. Son physique ramassé, son visage large, ses cheveux noirs, abondants, son regard étrange, mystérieux, tout cela est très célèbre à travers le monde entier. Il faut vous dire que les exploits d'Houdini séduisent, subjuguent même son public. Il est escapologiste, c'est-à-dire spécialiste de l'évasion. Au fil des années, et depuis longtemps maintenant, on a vu Houdini s'échapper de toutes sortes de choses, de cercueils, de cellules de prison cadenassées, ou même on l'a vu plonger enchaîné en simple maillot de bain dans une rivière glacée et à chaque fois, il reparaît libre, sain et sauf. Évidemment, c'est un artiste qui possède au plus haut degré l'art et le sens du spectacle. Il a aussi le sens de la communication, celui du contact, et au moment où il se lance donc en 1920 dans une série de spectacles au Royaume-Uni, un certain nombre de personnalités anglaises, britanniques devrais-je dire, reçoivent un livre qu'il a écrit, qu'il leur adresse. C'est une bonne manière de faire connaître son arrivée en Angleterre et éventuellement d'aller au-devant d'un certain nombre de rencontres. Et parmi ceux qui reçoivent ce petit cadeau littéraire, un écrivain célèbre, Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. L'auteur so british qu'il faut imaginer avec sa fameuse moustache, son air distingué, vous savez, c'est un monsieur qui a maintenant largement la soixantaine. Il va regarder cet envoi avec amusement, il va lire l'ouvrage d'Houdini, il le reconnaît peut-être pas forcément pour ses qualités littéraires, mais en tout cas à cause d'une critique du magicien à l'encontre de célèbres spirites américains. Il faut vous dire que l'auteur de Sherlock Holmes est extrêmement investi dans le spiritisme qu'il défend avec passion, tout comme il va plaider avec obstination par ailleurs pour l'existence des fées. Ce serait tellement plus beau, un monde dont les fées seraient là, gardiennes de chacun de nos actes. Conan Doyle a été affecté, a été vexé par la prise de position d'Houdini. Il décide de lui écrire et sans doute que le magicien est flatté qu'un grand homme de lettres prenne la peine de lui écrire. Dès lors, pas question d'entrer dans la polémique avec Conan Doyle. Houdini fait tout pour arrondir les angles. Il se montre très aimable et même légèrement obséquieux dans ses réponses. Tout ça fonctionne et bientôt, une rencontre est organisée. Houdini se présente dans la maison de campagne des Conan Doyle, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Londres, à quelques dizaines de miles, devrais-je dire. Bien entendu, on va parler de spiritisme, c'est le sujet au cœur même des discussions entre les deux hommes. Voilà ce que nous raconte Viviane Perret dans un ouvrage qui s'intitule « Esprit, es-tu là ? Histoire du surnaturel de l'Antiquité à nos jours ». C'était paru chez Vuibert il y a 3-4 ans maintenant. Toutes sortes de phénomènes s'étaient manifestés dans les cabinets des médiums. Des êtres, des visages, des mains surgissaient dans l'obscurité, ainsi que des lumières phosphorescentes. Les instruments jouaient sans musiciens, les objets se déplaçaient ou se matérialisaient dans la pièce vide. Les corps des médiums exsudaient d'étranges substances. Des esprits s'emparaient du médium et parlaient par sa bouche. Conan Doyle se vantait ouvertement d'avoir été témoin de la plupart de ces manifestations. Alors il faut être clair, le magicien
qui n'est pas forcément hostile par principe à ces histoires, a de sérieux doutes. Il est bien placé, lui, pour avoir des doutes. Vous savez que les illusionnistes sont généralement les derniers à croire à la parapsychologie et au surnaturel, par définition même. Alors pourquoi insister, se dit-il? Après tout, le courant passe entre les deux hommes. Houdini va donc rester évasif. Il faut bien comprendre ce que représente une rencontre comme celle de Conan Doyle pour Houdini, qui toute sa vie a cherché à être reconnu, à être admis, à être considéré comme quelqu'un. Et là voilà que le plus grand auteur connu de langue anglaise le reçoit. Vous voyez, c'est voilà. Alors, avant d'être un magicien célèbre, il faut quand même savoir que la route d'Houdini a été très longue. Et ça explique, bien sûr, sa recherche de reconnaissance. Il était né à Budapest en 1874. Budapest, à l'époque, ça fait partie, évidemment, de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Il est né dans une famille juive. Son vrai nom, c'est Erich Weiss. Il est encore enfant à l'époque où sa famille émigre vers les États-Unis. Son père entend s'établir là-bas. Son père est rabbin. Malheureusement, un certain nombre de difficultés vont s'accumuler pour la famille Weiss, des difficultés qui font que la famille vit pauvrement à New York. Déjà, des aspirations à autre chose sont nées dans l'esprit du gamin. La magie alimente souvent l'imaginaire des enfants. On a tous un jour ou l'autre rêvé d'être magicien. Eh bien lui, il en rêve tout particulièrement. Le futur Houdini, qui bien sûr ne s'appelle pas encore comme ça. C'est Roland Lacourbe qui le note. Il se passionna dès son plus jeune âge pour l'illusionnisme et la prestidigitation. À 6 ans, il amusait ses camarades en effectuant certains tours de passe-passe. À 7 ans, il fréquentait assidûment le milieu du cirque. À 9, il parvint à décrocher un engagement, mais l'intervention de son père vint briser ses premiers rêves de vie errante. On peut imaginer que papa Weiss n'était pas très, très chaud pour une carrière de saltimbanque chez son fils. Notre Eric va mettre des années à pouvoir se lancer vraiment, plusieurs autres années encore à connaître un succès. Il cherche son style, si vous voulez. Alors au début de sa carrière, à la fin du 19e, la vogue du spiritisme lui donne des idées pour un spectacle qu'il monte avec son épouse, Bess, qu'on retrouve dans les romans de Viviane Perret. Elle nous le raconte d'ailleurs. Houdini promettait à son public de faire valser les meubles et de converser avec les disparus. Les représentations lui rapportèrent enfin les espèces sonnantes et trébuchantes dont le couple rêvait. Mais le magicien décida néanmoins d'y mettre un terme. Son propre code moral se révoltait à l'idée d'exploiter la crédulité et la peine de familles endeuillées, incapables d'admettre qu'il s'agissait d'un numéro d'illusion. Les gens avaient tellement envie d'y croire, vous savez comment ça se passe. Bref, finalement, c'est donc dans l'escapologie que le magicien va devenir célèbre. Et alors là, ces tournées s'enchaînent et c'est un véritable triomphe. Et bien malgré ça, en 1920, Houdini est toujours un homme en quête de reconnaissance. Devenir l'ami de Conan Doyle veut donc dire beaucoup pour lui, vous l'aurez compris, quitte à n'être pas tout à fait honnête à propos de ce qu'il pense lui-même du spiritisme. On peut dire que dès le départ, cette amitié va naître sur des bases très fragiles. Le Grand Houdini, la bande originale du film Au-delà de l'illusion sur Europe 1 pour illustrer le parcours de ce grand illusionniste qui était Houdini. Un parcours raconté par Franck Ferrand dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en 1920 et nous suivons le grand magicien Harry Houdini au moment où il rencontre Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Une amitié semble naître entre eux, mais alors que l'écrivain est très engagé dans le spiritisme, Houdini, lui, ne lui dit pas qu'il a de sérieux doutes sur la question. Alors, avant de savoir comment leurs relations vont évoluer, moi j'ai une question pour vous, Franck. Houdini, c'est un maître de l'illusion et de la prestidigitation. Mais depuis combien de temps ce genre de magie existe ? Oh, je pense que la magie existe depuis que l'humanité existe. Vous savez, ça fait partie de... Quand on dit la magie, attention, je parle là des exercices de prestidigitation, bien sûr. Si j'en crois Julien Véronèse, on en a pas mal de traces même dans l'Antiquité. Le plus vieil objet truqué que l'on ait retrouvé, nous dit-il, date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un vase magique qui, par un jeu de petits trous que l'on obstrue ou qu'on dégage avec les doigts, permet de faire sortir d'un même orifice 2 liquides différents. On sait par ailleurs que les temples païens de l'Antiquité, nous dit-il, étaient des lieux où l'on n'hésitait pas à produire des effets d'optique ou acoustique pour faire se mouvoir ou parler les idoles afin d'encourager les oblations. Ben tiens, pourquoi pas. On verra à toutes les époques des prestidigitateurs. Au Moyen-Âge, on les appelait les escamoteurs.
Ça pouvait servir à d'autres usages, du reste. Au 18-19e siècle, l'illusionnisme va prendre vraiment une autre dimension avec le développement d'un sens plus moderne du spectacle, et celui qui donnera ses lettres de noblesse à la discipline, vous le connaissez puisque nous en avons parlé il y a quelques semaines, c'est le blésois Robert Houdin. Et d'ailleurs, Houdini, le nom même d'Houdini, est un hommage à Robert Houdin, on y reviendra tout à l'heure. Alors revenons peut-être à la rencontre entre ce spécialiste de l'évasion, qui passait son temps à se faire attacher dans tous les sens et qui se libérait tout seul sous les yeux éberlués des foules, Houdini, avec Conan Doyle. Je vous l'ai dit, le magicien, qui est tellement flatté de cette rencontre avec le grand écrivain, n'a pas envie de trop tempérer son enthousiasme, si vous voulez. Après tout, il veut croire aux fées, ça le regarde. Et pour sa part, Conan Doyle, peut-être parce qu'il est impressionné par les prouesses du magicien, suppose qu'Houdini ferait un excellent médium. Il en est même convaincu. Il pense qu'il serait le meilleur médium possible. Et assez logiquement, il va l'encourager à aller à la rencontre d'un certain nombre d'experts du dialogue avec les esprits. Alors, Houdini est un peu coincé dans cette histoire. Il se lance, seulement n'oubliez pas que c'est un professionnel de l'illusion. Il a tendance à voir le truc de ceux qui, consciemment ou non, donnent à croire qu'ils communiquent avec des êtres invisibles. La plupart sont de bonne foi, du reste. Vient toujours pour Houdini le moment de réaliser la vérité. Alors, il finit par rentrer en Amérique, en 1920 donc, en juillet 1920, et désormais, Houdini et Conan Doyle vont s'écrire. Conan Doyle ne se lasse pas de parler au magicien de son obsession pour le spiritisme. L'écrivain aime faire partager les fruits prodigieux de ses expériences, des expériences qu'il mène généralement avec sa femme, Jean, qui elle-même est médium, un médium apparemment très efficace. Le créateur de Sherlock Holmes pense vraiment avoir une mission à mener. C'est dans ce cadre qu'il décide d'aller prêcher la bonne parole en Amérique en 1922. Retour à l'envoyeur, si je puis dire cette fois. C'est lui qui se trouve en territoire américain. Et bien sûr, dans le cadre de cette tournée, il revoit Houdini. Il le revoit chez le magicien à New York, et puis quelques semaines plus tard, dans la station balnéaire très à la mode à l'époque, Atlantic City. Et bien entendu, Conan Doyle et sa femme, Jean, proposent au magicien de pratiquer tous ensemble le spiritisme. Houdini accepte, tout est mis en place, commence une séance. Alors Conan Doyle a toujours cherché à convaincre Houdini qu'il avait des prédispositions de médium. Quoi de mieux pour en avoir le cœur net que de le laisser tenter l'expérience de l'écriture automatique? Alors Houdini s'exécute, l'écrivain s'extasie. Jean, quant à elle, a pu, prétend-elle, retranscrire un message de la mère du magicien, décédé depuis presque 10 ans. Seulement, il semble que tout le monde ne vive pas tout à fait cette séance de la même façon. Je cède la parole à Viviane Perret. L'écrivain affirma plus tard que l'illusionniste était sorti profondément ému de la séance. Le magicien s'en défendit, assurant au contraire qu'il avait été vivement contrarié par les prétentions surnaturelles de Lady Doyle. Non seulement sa mère juive n'aurait jamais marqué son message par un signe de croix, c'est vrai que ça paraît quand même un peu bizarre, mais surtout la communication lui avait été transmise dans un anglais parfait, alors qu'elle, la mère d'Houdini, parlait à peine anglais. Par politesse, Houdini, néanmoins, s'abstint une fois de plus de commentaires. Il est fautif dans cette affaire, incontestablement, réfutant simplement le talent de médium que lui prêtait Doyle, explique Viviane Perret. Et ainsi, pour l'instant, Houdini continue donc de dissimuler les doutes très nets qu'il nourrit à l'égard des pratiques de Conan Doyle. Il n'y croit pas à cette affaire. Quelques mois plus tard, le magicien est interrogé à propos du spiritisme justement par un journaliste. Faut vous dire que le spiritisme, dans ce début des années 20, est extrêmement répandu. Ça fait partie vraiment des pratiques très très en vogue. Alors, le journaliste lui pose la question, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Houdini? Vous avez participé à des expériences, etc. Et qu'est-ce qu'il répond? Oui, c'est vrai. Il y a bien eu des expériences de ce genre. Oui, c'est vrai, il a rencontré des médiums, mais il n'a jamais été convaincu. C'est en tout cas ce qu'il répond à ce journaliste. Le problème, c'est que quand vous parlez dans la presse, à l'époque, il n'y avait pas encore Twitter et toutes ces horreurs, mais il y avait déjà des journaux, et le journal en question, fatalement, va tomber sous les yeux de Conan Doyle.
Franck Ferrand évoque cet après-midi l'histoire d'un illusionniste du XXe siècle, Houdini. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité Viviane Perret sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous nous intéressons au parcours du magicien Houdini. Il a tissé une amitié notamment sur la base du spiritisme avec Conan Doyle. Sauf que Houdini est moins crédule qu'il n'y paraît, Franck. Oui, beaucoup moins en vérité. Et à partir du moment où Conan Doyle comprend cela, quand il découvre l'étendue du scepticisme de son ami Houdini, on peut dire que la relation d'amitié entre les deux est en péril. D'abord, chacun défend ardemment son point de vue dans la presse. Et puis, Houdini va laisser parler le fond de sa pensée. Il s'est peut-être trop longtemps bridé pour ne pas avoir envie de rattraper le temps perdu d'une certaine manière, et il va vouloir démontrer que beaucoup de médiums sont tout simplement des menteurs qui abusent de la naïveté de leurs victimes. Je cite de nouveau Viviane Perret. De la même façon qu'il n'y eut jamais aucune cause trop insignifiante à défendre pour Doyle dans sa promotion du spiritualisme, aucun médium ne fut à l'abri des enquêtes de Houdini. Lorsqu'on lui fermait la porte au nez, lui refusant l'accès aux séances, il y retournait grimé ou envoyait un de ses espions engagés spécialement à cet effet. Ensuite, dans ses spectacles, il reproduisait les phénomènes constatés, exposant la manière dont la fraude avait été réalisée. Il devint alors bientôt le cauchemar des escrocs du surnaturel, bien entendu. C'est un peu le Gérard Majax de l'époque, si je puis dire. Que cela dit, je dis Gérard Majax en me rendant compte qu'il y a un très grand nombre de nos auditeurs qui ne doivent même pas savoir de qui je parle maintenant. Une confrontation indirecte entre Houdini et Conan Doyle va avoir lieu autour du cas célèbre de Mina Crandon, qui est une médium de Boston dont les talents tout à fait particuliers font à l'époque beaucoup parler. Quand je dis beaucoup parler, même les morts, parce qu'elle fait parler les morts, cette Mina Crandon. C'est Robert Love qui précise. Ses disciples l'appelaient Marjorie. Ses détracteurs la connaissaient plutôt comme la sorcière de Lime Street. Elle était renommée pour prendre la voix de son frère défunt, Walter, dont l'esprit portait ainsi des messages, renversait les tables et faisait même sonner des trompettes. Même selon les standards des fantômes, Walter était inamical. Marjorie, elle, était charmante et séduisante, du moins quand elle ne dévoilait pas son talent psychique le plus frappant, extruder une substance visqueuse appelée ectoplasme de ses orifices. Bon appétit. Si Houdini s'intéresse de très près à Marjorie, c'est parce qu'une revue a lancé une sorte de concours. Si des médiums parviennent à passer le contrôle d'enquêteurs qui seront désignés, eh bien, ces médiums pourront gagner un prix. Or, le grand magicien Houdini a accepté de figurer parmi les fameux enquêteurs qu'on dépêche au cas par cas. Houdini pense assez vite que les prouesses de notre médium, là, de cette Mina Crandon, sentent la fraude à plein nez. Seulement, il est pris de vitesse par un autre enquêteur qui, lui, est un complice de la Marjorie en question, enquêteur qui perturbe son investigation et qui va même publiquement, avant la fin du numéro, si je puis dire, jusqu'à féliciter la médium, alors que l'étude n'est pas du tout terminée. Bien sûr, Houdini ne se gêne pas pour donner son point de vue. À partir de ce moment-là, ça devient une véritable foire d'empoigne. De son côté, Conan Doyle s'insurge et n'hésite pas à s'en prendre à son ancien ami. Il tempête contre ce qu'il considère comme la haine aveugle des détracteurs de Marjorie. Finalement, la médium n'obtient pas le prix, ai-je besoin de vous le dire, mais elle n'a pas tout perdu puisque sa célébrité ne va pas du tout pâtir de l'affaire, au contraire. Imaginez un des magiciens et un des écrivains les plus célèbres du monde, chacun dans son domaine, et qui s'écharpe à son sujet, c'est pas mal ça pour elle. À travers le monde, le ressentiment des défenseurs du spiritisme contre Houdini va rester extrêmement vif. Ça va lui faire des ennemis, cette histoire, évidemment. Quant à Walter, l'esprit du frère défunt de Marjorie, il n'aurait pas hésité, lors de nouvelles séances, à se lancer dans toutes sortes de menaces concernant le magicien. D'un seul coup, Houdini devient la principale préoccupation de cet esprit mort depuis longtemps. Fin octobre 1926, Houdini, alors il a maintenant 52 ans, connaît toujours un grand succès avec ses évasions qui sont de plus en plus retentissantes. Nous allons vous en raconter quelques-unes de ces célèbres évasions dans un instant. Il fait une halte à Montréal, au Québec, pour assurer une représentation. Et
alors que dans les coulisses de son spectacle, il est en train de se préparer, de mettre tout au point, un homme le met à l'épreuve. Il lui propose de s'assurer par lui-même que le magicien peut résister à n'importe quel uppercut porté au ventre. Entre parenthèses, Houdini, semble-t-il, n'a jamais prétendu qu'il était capable de faire ça. Mais il a sa fierté, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, il accède à la demande, à cette étrange demande, et il semble qu'il prenne par surprise un mauvais coup dans cette expérience ridicule, un coup qui le blesse et qui est peut-être lié à la péritonite qui va emporter le magicien le 31 octobre à Detroit, au nord des États-Unis. On peut dire d'Houdini qu'il n'a jamais rien laissé de côté, qu'il n'a jamais cédé, et que d'une certaine manière, son engagement, son obsession de la vérité lui auront coûté la vie. Bonjour Viviane Perret. Bonjour Franck Ferrand. J'ai mis l'accent sur un aspect que vous-même avez évoqué dans Esprit es-tu là. Nous allons revenir maintenant avec vous sur l'ensemble de la carrière de ce grand magicien qui, à l'époque, était célèbre dans le monde entier. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Houdini, un grand illusionniste du XXe siècle. Et pour évoquer son parcours, Franck, vous recevez l'historienne et romancière Viviane Perret, auteure notamment de l'ouvrage Le Kaiser et le roi des menottes aux éditions du Masque. Il faut que vous nous expliquiez qui était cet Houdini, quelle était sa spécialité. J'ai parlé d'escapologie. À quoi ça ressemblait un numéro d'Houdini ? Alors, à quoi ressemblait un numéro d'Houdini ? En fait, il a énormément évolué au cours du temps parce que pour Houdini, il fallait d'abord être le meilleur et ensuite le rester. Donc, ces numéros d'escapologie ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant dans l'escapologie, c'est que c'est un art qui a toujours existé dans la magie, mais c'était un art mineur. C'est devenu un art majeur pour deux raisons. La première, due à la personnalité d'Houdini, le fait qu'il était très bon là-dedans, et la seconde aussi, c'est la période, parce que il a commencé avec les menottes, les chaînes, les cadenas, tout ce qu'on peut imaginer, mais à une époque où la technologie faisait que les entraves elles-mêmes étaient modifiées. C'est-à-dire que quand vous imaginez, par exemple, les galériens avec le collier de fer autour du cou, les boulets aux pieds, tout ça, ça disparaissait. Vous avez une explosion des grandes villes, et la police, quand elle fait ses tournées, elle peut pas se trimballer avec des fourgons et des grosses chaînes. Donc on commence à voir apparaître, en même temps qu'Houdini arrive sur scène, on commence à voir apparaître tout un système de menottes. Des petites entraves miniatures en quelque sorte. Des entraves miniatures qui vont devenir de plus en plus sophistiquées, donc ça va être de plus en plus intéressant de se libérer. Donc il va commencer avec les menottes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré dans la magie très jeune, effectivement. Et puis ça se passait pas très très bien. Hein. Il est rentré en fait sous l'appellation roi des cartes. Et il avait... Au départ, il faisait du close-up, c'est ça ? Il faisait Non, ça n'a jamais été du close-up. En fait, il faut se replacer dans la manière dont on faisait la magie à l'époque. C'était ce qu'on appelle en anglais les vaudevilles, qui serait l'équivalent des théâtres des variétés de nos jours, où il faut imaginer non pas un spectacle où on est tranquillement assis, on regarde un spectacle de A à Z, mais une espèce de scène où les protagonistes défilaient les uns après les autres. Donc le spectacle pouvait commencer, mettons, à 18h, il se terminait à 21h, et vous aviez une dizaine de numéros, et les spectateurs rentraient ou sortaient quand les numéros les intéressaient. C'était quand même un petit peu... voilà. Et au départ, Houdini, lui, c'était au tout début, en fait, c'est comme ça que vous voyez le succès, c'est qu'au départ, vous êtes dans les premiers numéros à 18h, et quand vous arrivez au numéro de 20h, ça y est, le succès est installé. Et il a toujours... Il y a un déplacement progressif dans le programme, en fait. Dans le programme qui prouve que ça y est, vous réussissez. Et lui, donc, il commençait au départ avec son frère, et à deux numéros, un numéro de cartes et un numéro de substitution qui s'appelle en français La Malle des Indes, qu'il appelait Métamorphosis. Très célèbre numéro. Hein. Un très célèbre numéro. Qu'on fait toujours d'ailleurs sous d'autres formes. Oui, et qui réussissait à faire en 3 secondes. Donc ça a été pendant très longtemps sa marque de fabrique en tant que magicien, et ça a duré jusqu'à la fin. C'est-à-dire même quand il est mort en 1926, il y avait toujours ce numéro au programme.
Il a commencé comme ça, mais c'est pas ce qui lui a donné le succès. Un jour, un impresario est venu le voir dans un théâtre minable où il jouait et il avait 10 minutes d'escapologie et il lui a dit « Toi, mon gars, là-dedans, c'est vraiment là où il faut que tu te mettes parce que tu es bon. Non seulement tu es doué pour te débarrasser des entraves, tu as compris le système, mais en plus de ça, tu as ce charisme sur scène parce qu'il faut raconter une histoire au public. Et bien sûr. C'est pas tout. C'est pour ça que la Malle des Indes existe toujours et qu'on peut même en connaissant à fond le truc, le regarder, prendre du plaisir au numéro, et s'enthousiasmer. C'est la manière dont on présente le tour qui fait de vous un bon magicien. Or lui avait un caractère, un charisme, quelque chose d'assez extraordinaire. C'était vraiment ce qu'on appelle un showman et il était capable de présenter un tour en fait extrêmement facile, mais en introduisant du suspense. Par exemple, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il va présenter au début des numéros d'escapologie où il va faire durer le plaisir, c'est-à-dire être le plus long possible, parce que plus c'était long, plus les spectateurs s'inquiétaient, et à la fin de son parcours de magicien, ça va être l'inverse. Ces numéros d'escapologie vont être les plus rapides possibles, et cette fameuse, ce fameux Chinese torture cell, qui est connu dans tous les films. Si vous voyez un film de magie, vous voyez ce numéro représenté, ou au contraire, le spectateur est en apnée, comme le magicien. Oui, parce que le magicien ne peut pas respirer. Donc, oui. Et en se disant, il faut que ça soit le plus rapidement possible, sinon vous allez avoir une émeute dans la salle, les gens vont monter avec une hache des gens qui vont s'évanouir. Voilà, donc il y a vraiment une évolution. Ouais, c'est assez remarquable tout ça. Alors, revenons un instant sur cette amitié, si je puis dire, cette relation, devrais-je dire plus exactement, avec le grand Conan Doyle. C'est assez étrange, c'est un malentendu complet, cette histoire. Oui, c'est un malentendu entre le vieux monde et le nouveau monde, un peu. Entre le nouveau monde et le vieux monde, tout à fait, et entre un magicien qui a un besoin de reconnaissance et de reconnaissance intellectuelle. Comme vous l'avez dit, le père de Houdini était rabbin, c'était un homme qui est arrivé tard, il avait la cinquantaine quand il est arrivé. Quand il a immigré aux États-Unis, il a été totalement incapable de s'adapter au mode de vie américain. Il a été incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Et en revanche, ce qu'il a légué à son fils, c'est l'amour des livres. Il n'a pas légué d'éducation, puisque Houdini n'a pas reçu d'éducation et il a fallu qu'il se débrouille très tôt dans la rue. Mais en revanche, Houdini avait cette soif intellectuelle de savoir. Et Conan Doyle représentait à la fois la célébrité, l'ancien monde, l'establishment et aussi la littérature. Oui. Donc il était pour lui, connaître Conan Doyle... La clé d'un autre monde. La clé d'un autre monde, et c'était irrésistible. Si j'ose dire, à propos décidément, il est beaucoup question de clés. Il est beaucoup question de clés, d'entraves et de se libérer avec Houdini. Oui. Avec le roi des menottes, comme vous l'appelez. Oui, le roi des menottes, qui est un titre qu'il a eu, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, qu'on l'ait appelé le Napoléon de la réclame, parce qu'il avait le sens justement de la publicité. Vous savez comment il se faisait sa publicité? Il allait dans les commissariats, il demandait enchaînez-moi, mettez-moi dans une cellule. Au bout de 5 minutes, il s'était débarrassé des menottes et il s'était libéré. Et le soir même, le théâtre était plein. Il avait un sens extraordinaire de la publicité. Un sens, oui, voilà. Et c'est une époque où la publicité est balbutiante, bien sûr, mais où on a de grands communicants déjà. Toute cette époque du tournant des années 1900 est fondée là-dessus. On sait parler, on essaie de parler à la foule, en fait. On parle à la foule, et Houdini est typique. Et bon, Franck Ferrand, vous savez très bien que mon champ de recherche, c'était l'entertainment américain, fin 1900, début 20e. C'est typique de ce que les États-Unis ont introduit en Europe, c'est le gigantisme. On vous citiez Robert Houdin, qui est le père de la magie moderne, et qui tournait dans des théâtres qui avaient parfois 300, 400 places, et qui surtout a fait lui rentrer la magie dans les théâtres et la présenter de manière élégante. Noble, voilà, oui. Alors que Houdini, lui, a ressorti la magie des théâtres. Il faisait des présentations en public, gratuites, où il avait 200 000, 300 000 personnes qui le regardaient. Incroyable. Et le soir, quand il jouait dans des théâtres, il jouait dans des théâtres de 4000 places. Donc on a l'introduction de ce gigantisme et l'introduction de cette publicité à l'extérieur, où on est capable de donner un show, parce qu'on sait que même si c'est gratuit, ça va démultiplier ensuite les entrées plus tard dans les théâtres. Il avait en quelque sorte le sens du happening. Tout à fait. Nous allons reprendre un peu sa carrière, si vous voulez. Eh bien, nous allons le reprendre enfant, rêvant, et nous allons voir comment il en est venu à épouser cette étrange carrière. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck
Ferrand. Ambiance magique cet après-midi avec vous, Franck, puisque nous nous intéressons à la vie d'un grand illusionniste, Harry Houdini. Et pour en parler, l'historienne Viviane Perret est à vos côtés. On peut imaginer que son père n'était pas très content de le voir adopter cette carrière de saltimbanque, évidemment. Je pense que son père n'a pas vraiment eu le temps, en fait, de se rendre compte de ce qui se passait, parce quand il est mort, Houdini était Encore très jeune, oui. il était encore très jeune, c'était un jeune adolescent, et que aussi ils avaient tout de même une fratrie de 7 enfants à nourrir, donc ça partait un petit Quand peu vous dites son frère, c'est un des... 7 enfants. Oui, parce que vous me dites qu'il a fait des premiers tours avec son frère, en fait. Oui, avec son frère, il lui a même trouvé, en fait, ça devait être assez dur d'ailleurs pour ce magicien, et il avait un jeune frère qui est né en 1876 à Budapest comme lui, parce qu'ils sont partis de Budapest en 1878. Et ce jeune frère est devenu aussi magicien, et Houdini l'a toujours pris sous son aile, mais a un peu façonné sa carrière. Il lui a même trouvé son nom, il s'appelait Hardin, H-A-R-D-2-N, et il l'a fait venir en Europe, et quand il ne pouvait pas tenir les engagements parce qu'il en avait trop, il les donnait à son frère. Ça a été un petit peu difficile pour lui, pour le frère, parce qu'en fait, c'était un peu le copier-coller de Houdini, et suivant les termes de l'époque, sans son charme. Eh oui, c'est ça, parce que lui avait encore une fois ce charisme extraordinaire, ce sens du spectacle, qui va lui permettre de se renouveler constamment, de s'adapter à l'époque et à ses changements. Alors oui, c'est tout à fait un homme de son époque. Il s'intéresse à l'électricité, il s'intéresse au cinéma, il s'intéresse à tout ça. Hein. Voilà, mais on va passer avec lui de cette escapologie à une construction beaucoup plus mécanique, qui utilise aussi les technologies. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme les grands illusionnistes contemporains, en fait, actuels. Hein. Tout à fait, mais il y a énormément de tours qu'on voit qui sont simplement des variations de tours que Houdini a inventées, a créées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de tours célèbres ? Encore une fois, Houdini attaché dans ses chaînes, ça, on a l'image, on voit très bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films, de téléfilms et tout ça qui ont repris. C'est Thomas qui nous dit via Twitter à ne surtout pas manquer la mini-série appelée Houdini avec un super Adrian Brody, dit-il. Oui, alors Adrian Brody est un petit peu grand pour incarner. Oui, mais il était petit, Houdini. Hein. Il était petit, il faisait 1m65. Sa femme Bess, avec laquelle il est resté, il l'a épousé très très jeune, il l'a épousé à 19 ans, avec laquelle il est resté marié toute sa vie, faisait 1m50. Et c'est vrai que dans la mini-série, elle est très agréable à regarder, mais on lui prête des choses qui n'étaient pas du tout son caractère. Voilà, mais c'est toujours pareil. Quand on connaît bien le personnage, on est toujours. Voulez-vous savoir, Franck Ferrand, puisque vous parliez de menottes, un petit peu comment il faisait pour certains de ses tours, parce que là, il y a prescription. Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit de le dire. Alors, en général, moi, je ne demande pas mieux, mais j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas le droit de dire ça. Pour les menottes, il y a vraiment prescription, parce que ce ne sont plus du tout des menottes qui sont utilisées comme ça. Mais avant toute chose, il faut imaginer quand même que Houdini était un homme qui travaillait sur 3 plans différents. D'abord sur le plan physique. C'est un athlète, il est à la fois gymnaste par la souplesse. Oui, il est presque toujours en slip d'ailleurs quand il fait son fameux numéro là. Hein. Tout à fait. Et c'est qu'un homme qui est un athlète, c'est un marathonien, c'est un excellent nageur et tous les jours, il s'entraînait. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que c'est un homme qui travaille tout le temps. Il est tout le temps en train de penser à de nouvelles innovations. Il est tout le temps en train de travailler celles qu'il a déjà. Et là, et la troisième, c'est pour être le meilleur, il faut toujours surprendre. Alors, en ce qui concerne les menottes, vous avez une image, vous parliez des images de Houdini, mais il y a une image extrêmement célèbre où on le voit les mains jointes avec 6-7 menottes attachées. Donc vous dites, mon Dieu, en quelques secondes, il se débarrasse de 6-7 menottes, mais comment fait-il ? Eh bien, en fait, il ne se débarrasse que d'une seule paire de menottes. La première, parce que celle dont il est vraiment obligé de se défaire, puisqu'elle enserre ses poignets. Les autres, il les faisait tout simplement glisser. Mais voilà. Alors, effectivement, quand on se disait, ah oui, effectivement, mais vous avez aussi la manière la mise en scène, la manière de présenter la chose. D'autre part, vous ne vous en rendez pas compte. Parce que Houdini avait un truc, c'est que chaque fois qu'il se débarrassait de menottes, ou même lorsqu'il sortait de malles, de cercueils, de tout ce que vous voulez, qui avait des cadenas, il refermait tout. C'était systématique. Il n'a jamais rendu, par exemple, des menottes ouvertes. Donc vous ne pouviez pas, ça se passe tellement vite, vous n'imaginez pas qu'en fait il n'en avait ouverte qu'une seule. Maintenant, toujours sur le cas des menottes, il s'est aperçu que toutes les menottes réglementaires au Royaume-Uni, donc que ça soit en Angleterre ou en Écosse,
pouvaient toutes s'ouvrir avec ce qu'on appelle une master key. Donc c'est exactement comme dans un hôtel. Faut-il l'avoir sur soi? Mais quand vous n'êtes pas très habillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, vous avez l'art du magicien de la dissimuler. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le travail en amont fait qu'il a découvert qu'effectivement, si vous aviez 2 clés de menottes, vous ne pouviez pas ouvrir les menottes du prisonnier qui était en face, mais avec la master key, vous pouviez ouvrir toutes les menottes. Ça aide. Donc en fait, il y avait tout un système pour tout cacher, mais ça c'est aussi l'art du magicien. Il s'entraînait aussi tous les jours, non seulement physiquement, mais aussi avec les cartes, avec des pièces de monnaie, de façon à avoir une agilité extraordinaire. Comme je vous ai dit, au début, il s'appelait le roi des cartes. Donc, oui, bien il savait sûr, faire des une choses. très, très grande dextérité. Voilà. Est-ce qu'il se mettait vraiment en danger? On a l'exemple de cette fameuse torture chinoise dont vous parlez. Il est pendu par les pieds dans un bac d'eau, donc là, il ne peut pas respirer, etc. Est-ce que sa vie était vraiment en danger dans ces moments-là? Alors, il n'a eu qu'un souci avec avec ce tour qui, en fait, est toujours présenté comme le même tour, mais qui a évolué pendant 15 ans. Seuls les magiciens pouvaient voir les subtiles différences. En fait, il s'est brisé la cheville une fois. Il y a un autre tour où il a risqué sa vie, c'est quand il s'est fait enterrer vivant. Et oui, par exemple. Oui, alors là, effectivement, il a failli suffoquer. Mais comme je dis toujours, c'est Houdini est vraiment un magicien dont les tours pouvaient se révéler dangereux. Par exemple, dans cette fameuse, ce qu'il appelait, lui, il appelait ça le upside down, puisqu'il rentrait dans ce bac de cet aquarium, la tête la première, et qu'on a appelé Chinese water cell. Eh bien, en fait, l'illusion fait que vous pensez qu'une fois que ces pieds, qui sont pris dans une espèce de pilori, arrivent à la hauteur de l'eau, il n'y a plus d'air. Mais ça, c'est une illusion. Il y avait un petit filet d'air qui passait. Voilà, mais bon, on va pas tout vous dire. Qui est suffisant. Bon, il ne se cantonnait pas à l'escapologie, il faut le dire. Il faisait disparaître des objets aussi, des gens et même des animaux très importants. Comme un éléphant. Alors ça aussi, c'est aussi une partie. Il faisait disparaître un éléphant. Houdini, parce que vous avez effectivement beaucoup de jalousie quand vous devenez célèbre, et beaucoup de magiciens ou d'amateurs de magie disaient mais en fait, ça n'est pas un magicien parce qu'il fait de l'escapologie, et un vrai magicien fait de l'illusion. Donc il a présenté une illusion extraordinaire. Il a fait disparaître une éléphante, Jenny de Seaton. Tant qu'à faire, autant prendre un éléphant de belle taille. Ça aurait été dommage de faire ça avec un bout d'éléphanteau. Et c'est une véritable illusion, puisqu'en fait, on n'a jamais découvert exactement comment il a fait. Il y a plusieurs principes, mais en fait, l'éléphant ne quitte pas la scène. Il est là toujours, sauf que les gens ne le voient plus. Mais que les gens ne le voient plus. Il vaut mieux qu'ils ne se mettent pas à barrir à ce moment-là. Voilà. Et vous savez qu'il s'est débrouillé aussi, parce que c'est leur moyen de survivre, d'avoir un brevet ou d'avoir l'exclusivité d'un tour de magie. C'est quelque chose qui se vend et qui s'achète. Et il s'est toujours débrouillé en ce qui concerne ce fameux aquarium d'eau dans lequel vous le voyez descendre la tête la première, pour que personne ne puisse dupliquer cette illusion. Et pour ça, il avait trouvé un truc, parce que déposer un brevet n'était pas suffisant. Vous pouviez aussi déposer un brevet en tant que spectacle. Donc il avait payé quelqu'un pour le regarder faire, il avait payé 1 guinée, et il avait déposé ce brevet. C'est-à-dire que même si vous arriviez à détourner le brevet pour dupliquer l'illusion, vous ne pouviez pas la présenter sur scène, ce qui fait qu'il a été le seul à le présenter pendant 15 ans. On a l'impression, quand vous racontez tout ça, d'un immense combat, toujours, toujours un peu plus. Il se bat, il a toujours une longueur d'avance. Ça ne s'est pas fait dans la facilité, tout ça. Non, parce que vraiment, il voulait être le premier et rester le premier. Ça a vraiment été un objectif. Il y avait 2 choses qui comptaient pour lui dans sa vie, sa famille et la magie. Le reste, ça ne l'intéressait pas. Pourquoi a-t-il accepté ce défi stupide qui peut-être l'a tué, si en tout cas c'est à l'origine du déclenchement de sa fameuse péritonite qui devait l'emporter donc en 1926? Alors il a certainement accepté le défi stupide parce que d'abord il ne pensait pas du tout qu'il avait déjà une appendice enflammée et qui nécessitait une opération. Les témoignages de l'époque disent qu'il n'était déjà pas très bien, il avait un peu de suée autour du front. Donc très certainement, il avait déjà une inflammation. Et l'insistance, ce jeune homme a énormément insisté. Tous les témoignages le confirment, parce qu'il y avait d'autres personnes dans la pièce. Et il s'est simplement dit, bon, allons-y, il va me donner un coup de poing. Et en fait, il ne s'attendait certainement pas à la violence des coups répétés plusieurs fois.
et qui ont déclenché une péritonite. Lorsqu'on joue parfois à des jeux stupides, il ne faut pas s'étonner de leurs résultats. Oui, mais il faut se dire aussi que Houdini ne s'est pas soigné, c'est-à-dire qu'il a continué, il est quasiment mort sur scène. Dans un instant, nous allons voir quel Houdini vous nous présentez, vous, dans vos romans d'énigmes, parce que c'est assez amusant de prendre comme enquêteur, finalement, le plus grand déjoueur de trucs de tous les temps. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le magicien Harry Houdini est à l'honneur cet après-midi et Franck, vous êtes accompagné par l'historienne et romancière Viviane Perret pour évoquer la carrière d'Houdini. Et oui, Houdini, magicien et détective, c'est votre héros, là. C'est un personnage qui devient personnage de roman. Le volume qui vient de paraître s'appelle Le Kaiser et le roi des menottes et ça se passe à Berlin avec donc le fameux... Le fameux trio avec, c'est-à-dire avec son épouse Bess et Jim Collins, son assistant. En fait, il a eu plusieurs assistants au fur et à mesure. Plus il devenait célèbre, plus il a dû augmenter son équipe. Mais Jim Collins a vraiment fait partie de son équipe. Quelle idée avez-vous eu de faire d'Houdini un enquêteur? Non, mais ça a toujours été une vieille passion. J'avais vu le film avec Tony Curtis, le film de 1953, qui est la première biographie filmée de Houdini. D'ailleurs, à ce sujet, Houdini est né en Hongrie et Tony Curtis est hongrois d'origine et il a versé de l'argent pour restaurer. Quelques points communs, on peut dire. La taille d'abord. Oui, et puis Tony Curtis a donné de l'argent pour restaurer la synagogue de Budapest et le quartier où est né Houdini. Je trouve que c'est un joli clin d'œil de l'histoire. Et la vie de Houdini est tellement rocambolesque, le personnage est extraordinaire, que c'était vraiment très très facile d'en faire un détective amateur et en plus la réalité suit de près la fiction puisque au bout d'un moment il a eu une agence de détective comme vous le disiez pour chasser les charlatans parmi les médiums. Finalement il a été enquêteur lui-même, c'est même la passion de la fin de sa vie en fait. Exactement. Alors vous le prenez plus jeune quand même. Alors je le prends plus jeune mais il a toujours été proche de la police puisque comme il allait dans les commissariats pour se faire enchaîner, eh bien en fait il a toujours eu des contacts avec la police. On le soupçonne d'avoir eu des contacts même avec les services secrets des États-Unis. De toute façon, il avait vraiment des amis bien placés et il a toujours été fasciné par les enquêtes. D'ailleurs, comme Conan Doyle, c'était un des points communs qu'ils ont eu tous les deux, puisque Conan Doyle aussi a enquêté sur des véritables faits divers. Et Houdini aussi, c'était une de ses passions. À la fin de sa vie, il avait même un coupe-fil pour pouvoir aller sur les scènes de crime. Un coupe-fil pour quelqu'un qui coupe les chaînes. Voilà, pour quelqu'un qui coupe les chaînes. Et en plus de ça, il a donné énormément de conférences à la police. Il a écrit un livre pour la police de façon à comprendre toutes les méthodes qu'utilisaient les escamoteurs. C'était l'ancien terme des magiciens, mais c'est devenu après ceux des pickpockets dans la rue. Bien sûr. De façon à pouvoir comprendre comment ils faisaient, comprendre les escroqueries et déjouer effectivement leur façon manigance. De faire. Alors, le deuxième volume là, se passe à Berlin. Le prochain, ce sera à Budapest, me disiez-vous ? Budapest, c'est un retour aux sources. Le premier, c'était San Francisco. Et c'est ce qui nous a donné envie d'aller nous promener du côté de San Francisco, parce que pour tout vous dire, on était déjà à Berlin la semaine dernière. Et j'ai demandé à Nicole Bacharan de nous rejoindre. Bonjour Nicole. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, j'adore cette histoire. Houdini, c'est les chaînes et les menottes qui vous fascinent. Oui, et puis la capacité de s'échapper. Il y a un très beau roman qui s'appelle Les Aventures fantastiques de Cavalier and Clay et qui raconte justement la fascination des gens, de cette capacité à s'échapper dans les années 30 pour des raisons que vous pouvez imaginer, que j'avais beaucoup aimé. Il y avait sans doute une dimension archétypale, une dimension symbolique dans cette libération aussi, parce qu'après tout, cet homme qui arrive à chaque fois à déjouer en quelques minutes les pires entraves possibles, c'est le symbole de la liberté, tout simplement, dans une société qui à l'époque était contraignante, lourde, une vie pesante. Une société qui était contraignante, aux États-Unis même, on était en pleine ségrégation, on était dans un monde vraiment dur, et puis en Europe on voyait la montée du nazisme et du fascisme, donc des tas de raisons d'être fasciné par cette capacité à s'échapper des pièges les plus serrés. Oui, c'est ça, c'est assez... Je voudrais juste rajouter d'ailleurs qu'en anglais, vous avez un verbe qui est rentré dans le dictionnaire en 1920, qui s'appelle to houdinize, qui veut et ça veut dire pouvoir se sortir d'une situation a priori inextricable. C'est pour vous dire l'impact psychologique que Houdini avait sur les foules.
C'est quand même extraordinaire. Ce Houdini qui choisit son nom par référence à Robert Houdin et qui finit par entrer dans le dictionnaire sans majuscule, c'est assez étonnant. To Houdinize, on retiendra le terme. Alors on va aller se promener tout à l'heure à San Francisco, cher Nicole. Il y a énormément de choses à dire sur cette ville qui est une des plus intéressantes des États-Unis pour 1000 raisons, avec un vrai relief, avec une histoire passionnante et souvent dramatique, avec aussi un riche patrimoine. C'est une des vieilles villes des États-Unis. Bref, nous avons énormément de choses à faire. Quel est aujourd'hui, Viviane Perret, l'héritage d'Houdini ? Vous nous disiez qu'un certain nombre des tours proposés par les grands magiciens d'aujourd'hui sont des tours directement hérités du maître américain ? Oui, vous avez en fait un des héritages, indépendamment du tour lui-même, c'est le côté spectaculaire. Ça, c'est vraiment un héritage de Houdini. L'héritier privilégié de Houdini, bien évidemment, enfin que nous connaissons nous, parce que Houdini est mort en 1926 et vous avez eu d'autres héritiers, mais que nous connaissons nous, c'est David Copperfield, qui d'ailleurs est un grand collectionneur de tout objet ayant appartenu à Houdini. Mais vous avez pour moi aussi un autre héritage, parce que en reprenant ces grandes manifestations que Houdini, le sens du happening, comme vous disiez, faisait dans la rue, où il se suspendait à une grue dans une camisole de force et qu'il se libérait de cette camisole de force, et c'était un spectacle gratuit pour les foules. Vous avez un magicien qui s'appelle Dynamo. Ah oui, Dynamo. Voilà, Dynamo. Qui fait du happening comme ça, en fait. Qui fait du happening, voilà. Et avec exactement la même formule quand il marche sur les eaux de la Tamise. Alors c'est vrai, quand on est complètement plongé dans Houdini, j'ai compris tout de suite comment il avait fait. Mais c'est pas grave. C'est ce côté spectaculaire de spectacle gratuit dans la rue qui est vraiment un héritage de Houdini. Et qui rassemble toujours. Ça, c'est quand même amusant de voir qu'un siècle plus tard, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes pour venir là, pour faire des photos maintenant avec les smartphones. Mais enfin bon, oui, Dynamo, vous avez raison, ça fait partie des héritiers directs, d'une certaine manière. Voilà, de cette magie populaire remise dans la rue et spectaculaire. C'est le côté spectaculaire qu'il faut retenir pour Houdini. Et à propos de spectacle, il y a un aspect qu'on n'a pas développé, mais on n'a pas eu le temps, c'était le cinéma, car il a participé au début du cinématographe, Houdini. Et c'est quelque chose, on peut, même si le mot est pas très joli, on peut même dire que c'est un atavisme à la fois des magiciens et hongrois. Mais il a tourné 3 films avec Méliès, en 1903 et en 1905. Ce sont malheureusement des films perdus. Ensuite, il a fait du cinéma. On n'en a plus aucune trace là aujourd'hui. Non. Ensuite, il a fait du cinéma dans les années 1920 et il a même eu sa propre société de production. Et il a tourné aussi avec Gaston Vell, qui était le caméraman au départ de Méliès et dont le père, le professeur Vell, était un magicien hongrois très connu. Dans la série Houdini, magicien et détective, aux éditions du Masque, s'il vous plaît, Viviane Perret nous propose Le Kaiser et le roi des menottes. Ça nous emmène à Berlin, mais nous, si vous voulez bien, nous allons rester à San Francisco pour la dernière partie de cette émission. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Après avoir évoqué San Francisco, eh bien nous partons justement en balade dans cette ville avec vous, Franck Ferrand, et avec la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, auteur de l'ouvrage Du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis chez Robert Laffont. Vous avez résidé, vous, à San Francisco, Nicole Bacharan? Qui est à 3/4 d'heure en voiture au sud de San Francisco, le siège de l'université de Stanford. Eh oui. Donc c'est vrai que en gros, c'est la banlieue de San Francisco, et entre San Francisco et cette banlieue, c'est essentiellement le désert, et c'est une région absolument sublime. Il faut expliquer la conformation de la ville, qui est très particulière, avec l'océan, la baie, il faut expliquer ça peut-être. Exactement. San Francisco est une presqu'île, en fait, et d'un côté, il y a donc effectivement l'océan Pacifique, qui est absolument glacé. Il faut descendre très très bas en Californie pour pouvoir se baigner sans combinaison. Donc, à l'ouest, l'océan Pacifique, et à l'est, ce que l'on appelle la baie, qui est une sorte de rentrée de la mer dans les terres, ou d'immenses étangs, et San Francisco est relié au continent par le sud, mais aussi par des ponts. Dont le célèbre Golden Gate, qui relie San Francisco, le nord de la presqu'île de San Francisco,
à Sausalito qui est sur le continent. Golden Gate en Absolument. anglais. Cette baie est beaucoup plus accueillante, elle, en revanche, on peut s'y baigner. D'ailleurs, on ne manque pas de le faire. On peut s'y baigner, le climat est merveilleux, c'est le printemps quasiment toute l'année, il ne fait pas extrêmement chaud, il fait juste extrêmement beau. Oui, c'est ça, c'est formidable. Avec une lumière magnifique, des cieux très très bleus, une végétation de palmiers. Vraiment, on est vraiment quand même dans le sud, même si l'eau avoisinante est froide. Et puis il y a ce phénomène très particulier à cette côte californienne qui est le fog, le brouillard, mais qui n'est pas du tout une espèce de condensation en suspension. Exactement, c'est pas du tout un fog de pollution. Ce sont c'est la condensation. Bon, la ville est bien un peu polluée quand même, mais pas tant que ça. Oui, mais pas beaucoup parce qu'elle est quand même battue par les vents. Et donc, comme l'eau est très froide, l'eau de l'océan est très froide et que la terre est très chaude, ça produit ce phénomène qui est extrêmement romantique parce que vous voyez comme ça des nappes de brouillard. Des effilochés de buée, oui. Exactement, voilà. qui s'effilochent à travers les collines. Alors, quand on est pris dedans, c'est pas très agréable, je l'avoue. Il y fait franchement froid, ce qui fait que même en plein été, juillet, août, c'est pas des très bonnes saisons pour ça. Il faut quand même avoir son pull et son petit kawaii. Oui, c'est une drôle de ville, somme toute, et sa position sur cette presqu'île fait que le relief y est important. On passe son temps à monter ou descendre, en fait. Voilà, on monte et on descend. On est tous allés au moins par le cinéma à San Francisco. Ou la télévision, il y a beaucoup de séries qui sont tournées à San Francisco. Exactement, les rues de San Francisco, parce que ça permet toutes sortes de courses de voitures extrêmement spectaculaires, puisque ça monte et ça descend très fort. Et on est ravis quand on a une voiture qu'elle soit conduite automatique, parce que je vous assure que le démarrage en côte serait très périlleux. Et quand on se gare, il faut toujours penser à bien mettre le frein à main. Et à tourner les roues à la perpendiculaire du trottoir pour que si jamais ça se dessert, ça bute dans le trottoir et que ça ne dévale pas la pente. Alors ce qui est très célèbre, c'est le fameux tram, là. Qui est un peu du domaine du folklore maintenant. Oui, c'est pour les touristes en fait. Voilà, il y a un vrai tram, mais qui est beaucoup moins joli. Folklorique. Voilà, qui est juste un tram assez banal. Mais il y a encore ces vieilles voitures avec toute la décoration. Qui font partie du décor en fait. Qui font partie du décor avec les sonnettes et qui font certains trajets, mais vraiment pour faire plaisir en gros. Et puis toutes ces jolies maisons de bois. Donc là, on est loin des fameux buildings qu'on voit partout aux États-Unis. Oui, c'est pas une ville haute en building. En élévation. Vous avez le quartier financier, vous avez quelques immeubles qui peuvent être qualifiés de gratte-ciel, mais sinon c'est une ville très très étalée, très très grande, et avec des maisons qui ont 2, 3, 4 étages, c'est vraiment le maximum, en bois et en couleur. Pour une raison qu'il faut rappeler, pour ceux qui l'auraient oublié, après tout, faisons une émission d'histoire, il y a eu à San Francisco le plus terrible des tremblements de terre de l'histoire américaine. Et vous parliez d'ailleurs d'une ville historique, et elle l'est de plusieurs manières, mais disons les deux événements majeurs, c'est 1849, la ruée vers l'or, et 1906, le tremblement de terre suivi de l'incendie de San Francisco qui a absolument détruit les 3/4 de la ville. Et c'était déjà, entre le milieu du 19e et le début du 20e, c'était déjà un pôle d'attraction, Viviane Perret, il faut le dire. C'était non seulement un pôle d'attraction, mais c'était le pôle d'attraction. C'est-à-dire que le premier volume de la série est à San Francisco en 1899, parce que c'est là 10 ans avant le tremblement de terre. Avant le tremblement de terre, parce que c'est là où Houdini devient célèbre. Mais Los Angeles est une ville Los Angeles est une ville mineure. San Francisco est la ville majeure. Et c'est là, on le sait peut-être pas, mais où il y avait la plus grande immigration chinoise, le plus grand Chinatown, qui était bien plus grand que New York à l'époque. Et du reste, Chinatown reste un quartier très important. Ça reste le plus grand Chinatown en Amérique du Nord. C'est un quartier très particulier. Alors évidemment, il y a du tourisme, je peux pas dire le contraire, mais il y a quand même quelque chose d'assez authentique. Ce sont toutes ces ruelles absolument minuscules, ces petits marchés où on peut acheter tout ce qu'on veut. Tout écrit en chinois ? Tout écrit en chinois, avec une population chinoise très 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 dense. Et puis évidemment, les restaurants, les bars, les nightclubs. Et puis vous savez, cette arche qui ouvre la ville en quelque sorte et qui est vraiment totalement chinoise et qui vous entraîne sur la principale avenue de ce quartier. D'une façon générale, sur la côte ouest des États-Unis, et notamment quand on circule en Californie, ce qui frappe, ce sont les couleurs.
couleurs. Et à San Francisco, encore plus qu'ailleurs. C'est la ville de tous les chatoiements. En fait. Absolument. Tout est. D'abord, il y a le ciel qui a une couleur très très forte, la mer également, et puis ces maisons qui sont vraiment de toutes les couleurs de la palette. Il y a des couleurs douces, des roses, des bleus ciel, des verts pâles, mais il y a aussi du rouge, du orange, du vert foncé, tout ce que vous voulez. Et ça crée quelque chose de très beau. Franchement, c'est une très 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 jolie ville. Et puis c'est une ville sur la mer, c'est-à-dire que quand vous débouchez dans n'importe quelle rue, partout est très belle. Vous voyez la mer, et ça c'est magnifique. Bien sûr. On parle de San Francisco, oui, ville historique. Et en ce qui concerne Chinatown a cette particularité, c'est que c'était une ville de 30 000 habitants, le Chinatown d'avant le tremblement de terre et l'incendie. Et après l'incendie, bien évidemment, les promoteurs immobiliers se sont dit, l'occasion est très très belle, on va vider Chinatown de ses habitants, les faire reconstruire les habitations bien plus loin, et utiliser cette zone de terrain qui maintenant avait beaucoup de valeur, et les Chinois se sont défendus, et donc le Chinatown d'aujourd'hui a été reconstruit presque à l'identique avec le Chinatown d'avant. Il y a, pour vous dire très exactement, il y a 5 rues qui ont changé. C'est quand même extraordinaire. Nous allons dans un instant traverser le fameux Golden Gate, tout rouge, tellement monumental. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Golden Gate notamment, avec vous Franck et avec l'historienne Nicole Bacharan. Oui, il est mythique ce Golden Gate Bridge. Il est rouge, rouge vif. Il est rouge, oui, il est rouge vif. C'est vraiment une icône en fait. Il doit falloir le peindre, c'est comme la Tour Eiffel, on passe son temps à le peindre. Absolument, comme la Tour Eiffel ou comme le ravalement de Notre-Dame quand on a fini. Faut recommencer. On recommence et on peut fêter son anniversaire. Il a 80 ans cette année. C'était 1937 et je pense que tout le monde l'a dans le regard avec ces 2 arches immenses à chaque bout et puis ce côté pont suspendu très beau qui est le symbole de la ville de San Francisco, le symbole de la Californie, le symbole des États-Unis dès qu'on s'éloigne un petit peu et qu'on voit apparaître dans tellement de films. Oui, tous ces posters partout. Quand on arrive donc au bout, on partait de Sausalito, de l'autre côté de la baie. On part du continent en quelque sorte. Voilà. Et on arrive donc dans cette ville par où ? Alors on arrive par le Golden Gate qu'on peut faire à pied, en vélo ou en voiture, mais c'est pas tellement recommandé de se garer, donc c'est plus facile d'arriver, je dirais, en vélo. Et on se retrouve en dessous, qui est le meilleur endroit pour prendre le pont en photo. D'ailleurs, si on le souhaite, et on arrive dans un parc, un immense parc naturel qui s'appelle le Presidio, en espagnol, parce que ça vient du temps où la région était espagnole. Oui, bien sûr, n'oublions pas. Voilà, et que on reste en Californie. Exactement. El Presidio, ça veut dire le fort militaire. Donc ça a été une base militaire espagnole au début du 19e siècle, avant de devenir une base militaire mexicaine. Quand le Mexique a acquis son indépendance, c'était encore mexicain, et puis c'est devenu une base militaire américaine. Donc il reste quelques bâtiments militaires. Il reste le club des officiers, par exemple, qui est encore tout à fait dans le style des vieilles colonies espagnoles. Vous pouvez y faire toutes sortes de choses dans ce parc, mais notamment il y a, pour vous Franck, qui nous avait amené visiter cela récemment, il y a le musée de la famille Walt Disney. Ah oui, mais voilà. Et le quartier général des films George Lucas ayant été en fait racheté par Disney. Donc c'est un musée, un parc d'attractions très axé sur tout ce qui est futuriste au fond, digital, etc. Le monde dans les de techniques demain, du cinéma, exactement. Vu par le divertissement, vous voyez que nous sommes au cœur de vos préoccupations, Viviane Perret. Alors, empruntons Union Street et Lombard Street. Ça, c'est comment on peut dire, sont des rues résidentielles d'une certaine manière. Hein. Union Street, c'est c'est au cœur d'un quartier d'abord de très 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 belles maisons, parce qu'on est là tout près de la baie, donc tout près de l'eau. Oui, la baie, le parc, enfin voilà, tout. C'est vraiment très très agréable et extrêmement cher si on veut y habiter. Et Union Street a beaucoup de cafés, de magasins très jolis, normaux si j'ose dire en matière de prix. Et puis on débouche sur Lombard Street, alors qui est une des rues mythiques parce que elle est
extrême, elle est sur une pente extrêmement abrupte, et pour négocier cette pente, en fait, la rue a été tracée en zigzag, à angle aigu. C'est pas du tout quelque chose qui serpente. C'est une série d'angles aigus très très serrés, et c'est très amusant à prendre en voiture. Les voitures s'empilent en haut et en bas parce qu'on ne peut aller que très lentement. Non. Mais vous la connaissez très certainement. Donc là, on est en train de longer la côte voilà. vers l'est, en fait. Exactement, tout à fait. Vers Alcatraz, d'une certaine manière. Mais totalement. Au sortir de ça, on continue en longeant la côte vers l'est. On arrive sur le port de San Francisco. Bien sûr. Alors il y a toute une partie de port, si j'ose dire, très sérieux, avec on embarque, un port de commerce très important. Tout le matériel. Et puis il y a le port touristique ou le port que l'on peut visiter avec le Fisherman's Wharf, qui est le coin où il y a le fameux quai 39, qui est le quai le plus ancien de San Francisco, celui d'où on voit les phoques qui se prélassent et qui font quand même la joie des touristes. On a vu pas mal de photos de ça, bien sûr. Exactement, donc c'est assez amusant à regarder. Bon, c'est le lieu où manger un cocktail de crevettes, si ça vous plaît. Et honnêtement, même si c'est un peu touristique, les crevettes sont très fraîches. Et puis franchement, aller faire le tour d'Alcatraz en bateau. Ah oui, il faut y aller à Alcatraz, vous recommandez ça ? La prison elle-même, pas forcément, mais le tour de la baie, oui, vraiment, ça vaut la peine. D'abord, ça vous donne une très très belle vision de toute la région finalement. Et puis Alcatraz, c'est quand même assez mythique. Oui, dans le cadre d'une émission consacrée à l'escapologie, ça tombe pas très bien parce que je crois que c'est une prison dont on ne peut pas s'évader. En fait. Alors il y a une évasion célèbre, mais c'est vrai que quand vous êtes sur place, vous vous étonnez que ça ne soit pas possible parce que c'est à un peu plus de 2 km de la côte, entre l'île d'Alcatraz et la côte de San Francisco. Mais l'eau est absolument glaciale et il y a des courants très forts. Et au fond, c'est ça qui gardait les prisonniers plus que toute autre chose. Il y a eu des prisonniers célèbres. Il y a eu Al Capone quand même à Alcatraz. Et il y a un film de Clint Eastwood, Les Évadés d'Alcatraz, je crois, qui relate la seule évasion réussie de 3 prisonniers qui se sont évadés par des conduites d'aération et qui apparemment ont dû bénéficier de complicité. Ils avaient un petit canot pneumatique. Et le FBI les cherche encore. On pense qu'ils sont arrivés en Amérique du Sud, mais ils ont fait ce qu'il faut faire. Ils n'ont jamais repris contact avec leur famille. Bien sûr, oui. Voilà. Ils ont refait ce qu'on appelle une nouvelle vie, bien sûr. Exactement. Ça doit être terrible, cette histoire. Alors, redescendons un peu vers le sud, si vous voulez. Entrons dans le cœur de la ville. À quoi ça ressemble, ce centre, si je puis dire Est-ce qu'il y a un centre d'abord à San Francisco ? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment. Ce sont des centres juxtaposés. Voilà, vous avez toutes sortes de quartiers, toutes sortes de centres, et chaque quartier a ses magasins, ses cinémas et tout ce qui fait la vie d'une ville habituelle. Il y a un lieu, moi que j'aime beaucoup, je pense où il faut aller en pleine ville, disons, une ville qui a l'air vraiment urbain, c'est la librairie City Lights. Ah oui. Parce qu'elle est d'époque, c'est-à-dire elle date de 1953, elle n'a pas changé, c'est une librairie indépendante. Il y en a plus tant que ça, et qui a joué un rôle extrêmement fort dans la contre-culture, dans la Beat Generation, les beatniks. Il faut dire que les hippies et tout ça, on est vraiment dans la capitale mondiale de la contre-culture ici. Tout à fait. Mais alors, oui, dites-vous, une sorte de régal. Qui se sent concerné. Alors c'est vrai qu'à City Lights, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez des livres qui sont les livres du moment. Si vous descendez au sous-sol, et c'est très beau, d'ailleurs tout est en bois, avec des étagères un peu délabrées, vous avez tout sur la Californie, la contre-culture, Jack Kerouac, le poète Allen Ginsberg, tous les hippies qui ont écrit un jour ou l'autre, l'écologie qui est née en Californie. C'est une ville qui est vraiment très très riche de ces souvenirs-là. Et c'est vrai. C'est un peu la ville d'avant-garde des États-Unis, disons. Et ça le reste. Et on est d'ailleurs on est un peu dans les anniversaires parce que je disais que le pont a 80 ans, mais ce qu'on a appelé The Summer of Love, l'été de l'amour, c'est 1967. Et vous avez... Ça fait 50 ans. Voilà, vous nous avez laissé entendre la chanson emblématique, si vous allez à San Francisco, qui date de 67. Et effectivement, San Francisco est particulièrement un certain carrefour qui s'appelle Haight-Ashbury. C'était le centre du quartier hippie et le lieu de rendez-vous. Vous avez toute une jeunesse qui est venue vraiment de tous les coins du pays en disant
on se retrouve à Haight-Ashbury. Vous avez fait paraître l'année dernière Du sexe en Amérique, une autre histoire des États-Unis. On est aussi au cœur de la communauté gay, évidemment, à San Francisco. Exactement. Et c'est vrai que la communauté gay, elle s'est constituée surtout à San Francisco après la Seconde Guerre mondiale, parce que les soldats avaient été mobilisés par millions, et des jeunes homosexuels qui venaient de différents coins de campagne et qui se croyaient seuls au monde dans leur situation se sont aperçus qu'ils n'étaient pas du tout seuls au monde, et ils se sont rassemblés dans des grandes villes où ils se sentaient plus à l'aise. Et San Francisco, Haight-Ashbury, puis plus tard, et c'est encore le cas, le quartier de Castro, sont vraiment là aussi devenus le premier quartier authentiquement gay des États-Unis. Vous avez l'histoire tragique d'ailleurs de Harvey Milk, qui avait été élu puis assassiné, qu'on appelait le maire de Castro. Évidemment. Les Painted Ladies, ce ne sont pas des drag queens, c'est le nom qu'on donne aux maisons victoriennes. Et il faut aller les chercher du côté d'Alamo Square. On le fera une autre fois parce qu'on n'a plus le temps. J'aimerais quand même que Lorena garde quelques minutes pour nous donner quelques bonnes adresses à, comme disent certains, à Frisco. C'est pas une très jolie expression, ça. Frisco, oui, j'aime pas trop, mais moi ça non se plus. dit. Allez, bon, on va regarder San Francisco. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La balade à San Francisco continue cet après-midi. Franck Ferrand avec Lorena Martin et ses bons plans. Eh oui, Lorena voyage beaucoup, vous aurez remarqué, elle est partout. Quelle chance. 12 heures d'avion pour aller directement, en vol direct à San Francisco. Il y a 3 aéroports sur place d'ailleurs. Et c'est le moment d'y aller parce qu'il va y avoir pas mal de festivals de printemps là à San Francisco. Oui, puisque c'est en ce moment que fleurissent les cerisiers. Donc il y a le Cherry Blossom Festival du 8 au 16 avril. Et c'est le pendant japonais en fait de la grande parade chinoise. Et depuis près de 50 ans, le quartier de Japantown s'éveille en avril au moment des cerisiers en fleurs pour fêter ce festival. C'est là qu'on n'oublie pas qu'on est sur la côte pacifique et que c'est quand même une ville qui regarde beaucoup vers l'Asie, Nicole Bacharan. Hein, c'est absolument. Vrai. L'immigration asiatique est très très forte et on se sent tout à fait chez soi si on vient d'Asie. Et puis là, ces jours-ci, la 60e édition du Festival international du film de San Francisco qui a été fondé il y a plus de 60 ans et c'est l'un des premiers festivals de films des États-Unis et l'un des plus importants. Et les films étrangers, d'ailleurs, ils sont très bien représentés. Alors, où faut-il résider lorsqu'on est à San Francisco, Lorena Martin? Est-ce que vous nous avez trouvé quelques adresses justement, sympathiques? Vous parliez pas d'Alamo Square et des Painted Ladies, bien, voilà. Donc moi, j'avais envie d'aller de ce côté-là parce que ça me fait rêver. On dirait des petites maisons de poupées, toutes colorées. Et donc, je vous ai trouvé 2 endroits. Donc, il y a c'est The Grove Inn, qui est tout le charme donc de ce quartier-là, de ces Painted Ladies. L'hôtel est installé dans une ancienne maison qui date du 19e siècle, de l'époque de la ruée vers l'or, comme vous le disiez tout à l'heure, et dans un style d'inspiration italienne et victorienne. Et c'est un bed and breakfast qui a totalement été rénové et rouvert en 2015. Donc, vous avez cette adresse-là et vous avez aussi le château Tivoli, toujours près d'Alamo Square. C'est une maison victorienne qui a été construite à la fin du 19e siècle et elle peut faire penser comme à une maison de poupée avec sa façade rose, verte. Beaucoup de chambres sont alliées à baldaquin et les petits déjeuners sont très copieux. Ah bah oui, ça, de toute façon aux États-Unis d'une façon générale. C'est une tradition le petit déjeuner. Si vous avez un appétit de continental européen et que vous prenez un vrai petit déjeuner américain, normalement vous êtes tranquille au moins jusqu'au soir en fait. Donc ça ce sont nos adresses. Oui, vous aviez un phare aussi. Je n'ai pas parlé du phare. Oui, c'est le phare d'East Brother Island qui est situé sur l'île d'East Brother. Il marque en fait la limite entre la baie de San Pablo et la baie de San Francisco. Et ce phare a été rénové et il est désormais possible d'y passer une nuit au plus et il offre une magnifique vue sur la mer. Sur les deux, donc là sur les deux sur baies. Les deux, oui, exactement. Bon, puisque nous parlions de nous mettre à table, quelles sont les spécialités locales? Alors vous avez beaucoup de spécialités. Il faut savoir déjà que San Francisco est une des régions des États-Unis où l'on mange bien, voire très bien. C'est un peu comme en France, la gastronomie est très importante. On mange sain et bio. On a beaucoup de restaurants végétariens, végétaliens, etc. Et on a alors une des spécialités, c'est le sourdough bread, qui est du pain au levain. C'est un goût légèrement aigre, une mie moelleuse et une croûte bien croustillante. Ça s'écrit sourdough bread en voilà. français. Et l'une des spécialités, en fait, elle nous vient donc de la première boulangerie à le faire. Donc c'est de la famille Boudin, la famille Boudin en français, puisque c'est un boulanger d'origine bourguignonne qui s'était installé à San Francisco et qui avait ouvert cette boulangerie en 1849. Et il a mis en place notamment la clam chowder, qui est une soupe crémeuse de palourde servie dans un bol de pain au levain. En fait, on a retiré la mie et on a laissé la
la croûte pour en faire un bol. Il y a des coquillages du Pacifique qui font partie. On mange beaucoup de fruits de mer, beaucoup de pinces de crabe, beaucoup de crab cakes, des sortes de petits beignets à base de chair de crabe, et notamment sur le quai 39 dont vous parliez tout à l'heure, vous avez le Crab House, on peut manger ces petits beignets, tout produit à base de crabe. On mange des huîtres aussi, mais on s'en rend pas toujours compte en fait. Non, mais on en mange pas mal, oui. Parce qu'elles ne sont pas du tout présentées comme chez nous. Exactement, elles sont servies ouvertes et détachées. Si vous voulez, vous avez 40 secondes pour nous trouver un restaurant. Alors vous en avez beaucoup. Vous avez le Sears Fine Food pour des petits déjeuners très copieux. Vous avez aussi la chaîne The Plant Café Organique qui est un fast-food sain et bio. The Cliff House pour la vue, qui est un des restaurants emblématiques de San Francisco parce qu'il surplombe la plage. Il est situé sur un rocher au nord de la plage d'Ocean Beach. Ocean Beach, il faut dire que c'est une plage absolument gigantesque. À perte de vue. En ville, en fait. C'est ça, qui est dans la ville même. Totalement sauvage. C'est magnifique que cette côte ait été préservée d'ailleurs. L'écologie est née en Californie. Ça vient de là. Voilà. Et vous avez notamment aussi la chaîne californienne où on peut manger de magnifiques cheesecakes délicieux à base de toutes les saveurs, chocolat, citron, etc. On ne saurait plus quoi choisir. Oui, là, ça y est, on est dans la franchise et dans les chaînes, mais qu'est-ce que vous voulez, on est aux États-Unis aussi, forcément. Merci beaucoup, Lorena Martin. Tout ça nous a mis en appétit. On a très envie d'aller faire un tour à San Francisco. Et voici Alessandra Sublet. Bonjour Alessandra. Bonjour Franck Ferrand, comment allez-vous ? Ça va très bien, vous aussi ? Oui, très bien, la Cour des Grands arrive tout de suite, 15h30, 17h sur Europe 1. Et puis, bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup et nous nous retrouvons demain, chère Carole. Absolument Franck, merci beaucoup, c'était Franck Ferrand.